Bonsoir, il y a 30 ans, presque jour pour jour, Mao Zedong mourait. La fin d'un homme, mais surtout la fin d'une période clé de l'histoire de la Chine, un quart de l'humanité, une humanité presque oubliée. Que s'est-il passé pendant toute cette période sous le pouvoir absolu de Mao? Aujourd'hui, la Chine, pays en plein développement, tournée vers l'avenir, n'a plus beaucoup de rapport avec le pays exsangue, pauvre et affamé que Mao a laissé à ses héritiers. Le seul fil rouge entre ces deux Chines, à 30 ans d'écart, c'est Mao lui-même, car les Chinois n'ont pas oublié le grand timonier, même s'ils veulent occulter ses crimes. En effet, Mao a fait plus de morts dans son propre pays, des millions, qu'aucun autre dirigeant au monde, plus que Staline ou Hitler. Mais de toute façon, il a marqué l'histoire. Ce soir et demain soir, donc, une série de films qui fait événement en Europe, mais aussi en Chine, avec des témoignages inédits et des documents exceptionnels, jamais encore vus à la télé. Arte raconte Mao. 1911. Mao assiste à la chute de la dynastie mandchoue et au chaos des guerres intestines. Le jeune activiste oscillera entre parti communiste et cause nationaliste et pressentira le formidable potentiel révolutionnaire de la paysannerie. Au terme de la longue marche, il deviendra le chef incontesté du Parti communiste chinois, le futur grand timonier de la Chine. 1er octobre 1949, Mao proclame l'avènement de la République populaire de Chine. Le culte de la personnalité est un rouage essentiel à l'image du voisin soviétique. Ces réformes n'ont pas toujours l'effet escompté. La campagne d'autocritique des sans-fleurs engendre une répression féroce et la période du grand bond en avant affamera la Chine comme jamais. Dans quelques jours, la Chine va célébrer dignement le 30e anniversaire de la mort de Mao. En revanche, le 16 mai dernier, c'était le 40e anniversaire de la révolution culturelle. Et là, blackout total à Pékin, pas la moindre célébration nulle part. Paradoxe? Certainement, c'est toute l'ambiguïté de la mémoire et de l'histoire en Chine. À l'occasion des 30 ans de la mort de Mao, il n'y aura pas de débat critique. Car Mao Zedong est en Chine l'objet d'un véritable culte. On vient se recueillir sur les lieux importants de sa vie. C'est le tourisme rouge, comme on l'appelle, et il suscite une vraie ferveur populaire, notamment chez les jeunes. Alors faut-il oublier les millions de morts de la révolution culturelle et la terreur des gardes rouges? Sûrement pas. L'ambition des auteurs des 4 films que vous allez voir ce soir et demain n'est pas de juger Mao pour ses crimes, mais de le replacer dans la longue durée de l'histoire chinoise. Pour cela, Philippe Short, déjà auteur d'une monumentale biographie qui fait autorité, et le réalisateur Adrian Maben ont eu accès à des sources nouvelles, à des documents, des archives officielles chinoises qui n'avaient jamais été montrées. Et ils ont interviewé des témoins clés qui n'avaient jamais parlé, comme la petite fille de Mao ou son ancien valet de chambre. Le premier épisode qu'on va voir maintenant raconte les 40 premières années de la vie de Mao, de sa naissance dans une famille de paysans aisés, jusqu'à sa prise de contrôle totale du Parti communiste chinois. Avec un épisode décisif, la longue marche, que la légende a sûrement embellie, mais qui a permis de mettre l'armée rouge à l'abri dans les montagnes. Et dans ce premier film, on se rend compte que l'enfance de Mao, homme du XXe siècle, s'enracine dans une Chine encore médiévale. Cet après-midi du samedi 18 septembre 1976, la Chine s'arrête. Mao Tse-tung est mort 9 jours auparavant d'un arrêt cardiaque causé par un trouble rare du système nerveux, la maladie de Lou Gehrig.
quart de l'humanité s'incline pour rendre un hommage silencieux à l'homme qui, aussi loin qu'on s'en souvienne, a tenu leur vie au creux de sa main. Le pouvoir que Mao a exercé sur le peuple chinois, pour le meilleur et pour le pire, ne peut être comparé qu'à celui des plus grands empereurs fondateurs de la Chine. Il a arraché ses sujets à la torpeur d'un empire médiéval et les a transformés en citoyens d'un État-nation moderne. Les cérémonies funèbres à travers tout le pays sont à l'échelle de ses réalisations et du caractère impitoyable et résolu avec lequel il les a accomplies.我告诉人民一道，极其沉痛地悼念我们敬爱的伟大领袖，是在毛主席的领导下换身做了主人，在那生存的中华民族是在毛主席的领导下站立起来了。 Cependant, au milieu de la précision militaire de ces scènes d'une nation affligée, peu de Chinois ressentent un quelconque sentiment personnel de perte. Ils tremblent devant la peur de l'inconnu. Pendant la turbulence des décennies précédentes, Mao était la seule constante de leur vie. Maintenant, il n'est plus là. En 1893, l'année de naissance de Mao, le Fils du ciel règne encore dans la cité interdite de Pékin. Sur le trône du dragon, l'empereur Guangxu fait de timides tentatives de réforme pour permettre à la Chine de faire face aux défis des puissances étrangères plus modernes. Mais la cour reste un îlot de splendeur décadente, d'eunuques et de concubines, au milieu d'un océan de retard et de pauvreté. Tandis que l'impératrice douairière et sa suite s'amusent dans les lieux impériaux de plaisir, sur les lacs du palais d'été, la grande masse des Chinois se bat pour survivre. Dans les provinces de l'intérieur où Mao grandit, il n'y a pas de bateau à vapeur, pas de chemin de fer, pas d'électricité. Et les mandarins s'opposent à ce genre de choses, de peur qu'elles ne dérangent les forces naturelles qui, depuis toujours, gouvernent la vie des Chinois. Mao est né dans cette maison du village de Shaoshan, dans la province du Sud appelée Henan. Il a 2 frères cadets. Ses parents sont des paysans, mais la taille de l'habitation familiale montre clairement qu'ils sont beaucoup plus aisés qu'il ne voudra bien l'admettre plus tard. Mao et ses frères ont chacun leur chambre. Son père, dont il critique l'avarice, aspire au statut de petit propriétaire terrien. Il emploie un ouvrier agricole et lors des pénuries de riz, il réalise un bon profit en envoyant le riz dans la capitale de la province toute proche,
Ce qui fait des Mao les habitants les plus riches d'un village connu pour être très pauvre. 到当初这水呀，过年烧沙餐油餐，有上面有烧沙餐油餐，4户人家9户人，有女母家烧沙餐，杂官汉子养一生。毛主席呢，后来他就毛主席这对手，开山为教生啊，鸡鸣为孝，鸡啊么叫嘞，鸡鸣为孝，开山教，改完南征北虎娘。 En 1959, âgé de 65 ans, Mao retourne à Shaoshan pour la première fois depuis les années 20. Parmi les villageois venus l'accueillir, se trouve son vieil instituteur à la barbe blanche. Un homme sévère de l'ancienne école, disait Mao, qui lui faisait apprendre par cœur les classiques confucéens. C'est dans le village de Shaoshan que Mao acquiert les idées fondamentales qui vont constituer la base de sa pensée tout au long de sa vie. Le besoin crucial d'une idéologie directrice et l'importance primordiale de la volonté. Les parents de Mao sont inhumés sur un flanc de coteau tout proche. Marxiste ou pas, le fils respectueux retourne s'incliner devant leur tombe. Aujourd'hui, les touristes chinois suivent ses traces. Les autorités chinoises adorent ça. Elles l'appellent le tourisme rouge. Pour les dirigeants du pays, une visite à Shaoshan est un must, afin de souligner la légitimité du pouvoir dont ils ont hérité. Le président de la Chine, Hu Jintao, est venu ici pour se faire photographier. Son prédécesseur, Jiang Zemin, a fait encore mieux. Il a inauguré une statue de Mao. Mais pour la multitude de Chinois qui fait le pèlerinage, ce n'est pas la loyauté envers les idées de Mao, abandonnées depuis longtemps, qui les conduit ici. C'est pour la légende qu'ils viennent et pour les souvenirs. Au printemps 1911, Mao part pour Changsha, la capitale de la province. Il va étudier à l'école secondaire. En char à bœuf, il fallait compter 2 jours. Aujourd'hui, moins de 2 heures. Pour un adolescent arrivant de sa campagne, Changsha, à la veille de la Révolution, est un lieu d'émerveillement. Les lettrés, mandarins et intellectuels cultivent le raffinement. Mais la natte que tous les hommes doivent porter sous peine de mort rappelle de façon humiliante leur allégeance à un empereur mandchou considéré comme non chinois. La vie se passe dehors, dans la rue. L'un des numéros les plus populaires, un homme introduit un serpent vivant dans son nez et le ressort par la bouche. Changsha, telle qu'elle est dans l'enfance de Mao avec ses mendiants et ses enfants pleureurs, son faste et sa pauvreté, a pratiquement disparu.
Moins de 6 mois après l'arrivée de Mao, les Mandchous, haïs, sont renversés. Mao lui-même, avec d'autres jeunes de son âge, s'engage dans la nouvelle armée républicaine pour défendre la révolution. Le 1er janvier 1912, le vétéran nationaliste Sun Yat-sen prête serment en tant que premier président de la République de Chine. Pendant 6 ans, Mao suit une formation de professeur dans l'une des nouvelles écoles normales d'inspiration occidentale. Il forme un groupe d'études politiques dont les membres discutent avec ardeur de la façon de moderniser la Chine. Mais l'époque est agitée. Après l'effondrement de l'Empire, les seigneurs de guerre chinois veulent prendre le pouvoir. L'une des factions les plus importantes est conduite par un général chrétien excentrique qui baptise ses troupes avec une lance d'incendie et prétend que le chemin de la sainteté passe par la propreté. Mais quelle que soit leur singularité, le point commun entre tous ces seigneurs de la guerre est leur penchant pour la violence. Partout où elles passent, leurs armées laissent derrière elles un sillage de souffrance et des centaines de milliers de réfugiés. À l'automne 1918, Mao part pour Pékin. Il écrira plus tard que la ville ressemble à un creuset qui transforme tout le monde. Avec l'aide de son nouveau diplôme d'enseignant et un coup de pouce de l'un de ses professeurs, il obtient un poste à la bibliothèque de l'université de Pékin. Les 7 mois que Mao passe à Pékin pendant l'hiver 1918 changent complètement sa façon de penser. La ville déborde de débats intellectuels sur l'anarchisme que Mao apprécie, le communisme, le libéralisme et tous les ismes auxquels on peut penser. Pour un jeune provincial, c'est une révélation. Au printemps suivant, tout s'enflamme. Des étudiants manifestent partout en Chine, contestant le confucianisme, condamnant les seigneurs de guerre et s'en prenant aux puissances étrangères. Ce mouvement, dit du 4 mai, est sévèrement réprimé. Les étudiants sont arrêtés. Les seigneurs de guerre réaffirment leur pouvoir. Mais le raz-de-marée du changement social et culturel qu'il déclenche marque le début de l'entrée de la Chine dans le monde moderne. À 1000 km au sud de Pékin, Shanghai est aujourd'hui, comme à l'époque de Mao, la plus occidentalisée des villes chinoises. C'est ici, sur le fleuve Huangpu, après la première guerre de l'opium en 1840, que les Britanniques et les Français ont établi leur principale base commerciale. Dans les concessions étrangères, les Européens se comportent comme les maîtres de la création. Ils maintiennent leur propre force de défense avec des voitures blindées. Et ils cooptent de riches Chinois pour leur apprendre à singer les manières occidentales. Pour de jeunes radicaux comme Mao, les concessions, avec leur police étrangère et leur mépris des lois et coutumes chinoises, sont le symbole de l'humiliation de la Chine. Cependant, ici aussi, il y a du bon. Parce que les concessions ne sont pas assujetties à la loi chinoise, elles permettent aux membres de la gauche chinoise de se rencontrer et de faire des plans à l'abri des seigneurs de guerre.
Le bouillonnement d'idées du mouvement du 4 mai culmine 2 ans plus tard dans la concession française. Mao et 12 autres jeunes gens rencontrent 2 représentants de l'internationale communiste pour fonder le Parti communiste chinois. La séance inaugurale a lieu dans une école de filles fermée pour l'été. Puis ils se retrouvent chez le marxiste Li Hanjun avant de se retirer hors de la ville par crainte des indicateurs de la police. Là, d'après l'un des participants, ils prennent de nombreuses décisions radicales. Au lieu de rester à Shanghai avec les dirigeants du nouveau parti, Mao retourne à Changsha pour devenir organisateur syndical. La petite maison où il habitait existe toujours dans la partie est de la ville, au lieu dit étang limpide. Sur le plan personnel, ce fut peut-être la période la plus heureuse de sa vie. Il s'est marié, il a 2 petits garçons, Yang Kai-hue, sa femme, et la fille de son professeur de philosophie. Depuis, ils sont idéalisés dans la mythologie communiste comme le couple révolutionnaire parfait. En 1924, Sun Yat-sen conclut une alliance entre les nationalistes et les communistes afin de mener une offensive militaire contre les seigneurs de guerre du Nord. Mais 1 an plus tard, il tombe malade. Il meurt. Sa disparition laisse la voie libre à un jeune officier nommé Chiang Kai-shek, qui devient son successeur à la tête du Parti nationaliste. Chiang se méfie davantage des communistes que Sun, mais garde son opinion pour lui. Pendant les mois qui suivent, il consacre son énergie à renforcer l'armée nationaliste. En juillet 1926, les troupes de Chiang quittent Canton au début de ce qu'on appellera l'expédition du Nord. Dans les concessions étrangères, la nouvelle de l'avancée nationaliste est accueillie avec consternation. Pour les Européens, les forces de Chiang font partie de la marée rouge inspirée par Moscou, auquel il faut résister à tout prix. Dans la vieille ville, les partisans du Parti nationaliste descendent dans la rue pour manifester leur soutien. Un appel à la grève générale est lancé. La tension monte. Personne ne sait comment cela va se terminer. Le mouvement communiste clandestin de Shanghai est dirigé par un élégant jeune homme, plein de subtilité, issu d'une famille aristocratique. En fait, quelqu'un dont le caractère est à l'opposé de celui de Mao, mais qui deviendra son collaborateur le plus proche. Son nom est Zhou Enlai. C'est à Zhou qu'il revient d'agir lorsque, par une trahison magistrale, Chiang Kai-shek commence à faire arrêter et tuer ses alliés communistes. Dans Shanghai, des centaines de communistes sont arrêtés, puis exécutés. La répression s'étend jusqu'à Changsha, où les têtes coupées sont exhibées dans des paniers fixés sur des poteaux le long des rues. Après la scission entre nationalistes et communistes, de nombreux communistes, des femmes aussi bien que des hommes, furent tués à Changsha. On les voyait le dos attaché à une lance. Une sonnerie de clairon, puis direction le terrain d'exécution.
Comme toujours en période de trouble, les riches comme les pauvres cherchent refuge dans les concessions étrangères. Et au milieu de cette tragédie, il y a des drames personnels. Zhou Bingde est l'une des très rares personnes en Chine à savoir ce qui est arrivé à Zhou Enlai et à son épouse Deng Yingchao, son oncle et sa tante. En 1927, ma tante était enceinte. Lorsque les contractions ont commencé, mon oncle devait aller à Shanghai. Les médecins, en utilisant les forceps, ont tiré trop fort et le bébé est mort. Après la trahison nationaliste et faute de pouvoir se reposer normalement, elle est devenue très nerveuse. Elle est tombée malade. Elle n'a jamais pu avoir d'autres enfants. Donc effectivement, mon oncle a sacrifié la possibilité d'avoir des enfants à la révolution chinoise. Après la destruction de leur réseau dans les villes, la seule possibilité pour les communistes, du moins dans l'esprit de Mao, c'est de se réfugier à la campagne et de se lancer dans la guérilla. Mao lui-même part de Changsha vers le sud avec seulement quelques centaines d'hommes pour établir une base dans la lointaine forteresse montagnarde du Jinggangshan. En chemin, il fixe à son armée un règlement de discipline interne qui, même s'il est parfois enfreint, est totalement nouveau pour la Chine. Tous les soldats sont volontaires. Les officiers n'ont pas le droit de battre leurs hommes. Les prisonniers doivent être relâchés. Rien, pas même une patate douce, ne doit être pris aux paysans. Quand l'armée rouge est arrivée à Maoping, les soldats nous ont dit de ne pas avoir peur, que nous ne devions pas nous enfuir dans les montagnes. Ils nous ont promis de ne pas battre ni injurier les gens. Les nationalistes s'emparaient des biens des habitants et partaient avec. L'armée rouge, en revanche, a payé tout ce qu'elle a pris. La situation s'est améliorée après l'arrivée de l'armée rouge, parce qu'à ce moment-là, nous avons commencé à combattre les propriétaires terriens. On les dépouillait et on ramenait le butin ici, et on avait davantage à manger. Les 2 années suivantes, les nationalistes essaient à plusieurs reprises de déloger les troupes de Mao de leurs bastions montagnards. Les forces de Chiang étaient mieux armées. Mais dans une zone qui comptait parmi les plus pauvres de Chine, Mao bénéficiait du soutien de la population locale et de l'ingéniosité des paysans. Il y avait 7 régiments de troupes nationalistes et ils ont attaqué 3 fois de l'ouest à partir de Hunan. Alors qu'ils essayaient de gravir la pente, nous avons fait rouler des troncs d'arbres sur leur tête et nous avons planté des pieux de bambou dans les sentiers. C'est comme ça que nous les avons vaincus. Les monts Jinggang étaient si isolés que Mao n'avait que peu de contact avec les dirigeants du parti à Shanghai et aucun avec sa femme et sa famille à Changsha. C'est ainsi qu'en 1928, une nouvelle compagne révolutionnaire entre dans sa vie. Elle a 18 ans et s'appelle He Zhijun. Je crois que l'affection entre mon grand-père et ma grand-mère était vraiment profonde. De 1927 à 1937, ces 10 années ont été les plus difficiles pour mon grand-père. C'est elle qui était à ses côtés pour l'aider à les surmonter. Ils ont eu 6 enfants, ce qui prouve que leur amour était très fort. Certains d'entre eux sont morts, d'autres ont été perdus. Il n'en est resté qu'un, ma mère, qui vit toujours. Je crois que ma grand-mère était vraiment une grande dame. C'était non seulement une pionnière de la Révolution, mais aussi une femme très déterminée. C'est pourquoi je l'aime et je l'admire vraiment beaucoup. En septembre 1931, le Japon, le petit Japon, rival de la Chine,
envahit la Mandchourie. Soudain, le combat entre communistes et nationalistes paraît beaucoup moins important. Tandis que les nationalistes restent impuissants, le Japon établit des garnisons dans toutes les grandes villes du Nord-Est. Comme dirigeant fantoche de sa nouvelle colonie mandchoue, Tokyo nomme Puyi, l'ancien empereur chinois. Pour les communistes, l'invasion japonaise est un bienfait caché. L'attention de Chiang se portant ailleurs, ils établissent une nouvelle base, beaucoup plus grande que les précédentes, dont la capitale est à Huejin, dans le Jiangxi. La République soviétique chinoise, tel est son nom, compte 3 millions de personnes, possède son parlement et ses lois. Elle frappe sa propre monnaie. Les hauts dirigeants du parti, y compris Zhou Enlai, viennent de Shanghai les rejoindre. Mao se trouve alors dans l'ombre de ses supérieurs, qui se méfient de plus en plus de lui à cause de son engouement pour la guérilla. Il est exclu de toute prise de décision, juste au moment où l'armée rouge gagne de nouvelles recrues plus vite que jamais. 因为我们那个时间是旧社会是国民党手里啊，受帝国受这个地中国把对这个欺负鸦片剥削，你一年打得了，一年下来不得够吃，中间人家剥削走了。这个红军以后到了，就说是你们来参加中国工农红军，就中国工农红军的话，是为这个穷人翻身。 打土豪分田地，推翻这个土豪劣绅，打的国民党，将来的话建立过我们的革命政府。Il y a 75 ans, adolescent, Huang Jiadong rejoint l'armée rouge à Huejin. Aujourd'hui, il vit toujours ici, dans un village pas très éloigné de l'endroit où il est né. À 91 ans, il fait tous les jours 3 kilomètres à pied pour aller au magasin local et en revenir. Les jeunes gens de maintenant ne sont pas très différents de ceux de son époque, mais ils ont leurs priorités et peu de temps pour partager les souvenirs d'un vieil homme. Il est difficile d'imaginer ce que représentait le fait de recevoir un fusil et d'être expédié au combat le jour même de son engagement. 队伍嘅时候，大家嘅时候出动了也都，家都为了杀人家看。哦，咁你冇咁啊興嘅年子，嗰個大家會做，大家都會殺咗，家都冇變，家大家嘅時光顧藥品都好，家都會事都經得少。En 1932, les différents politiques de Mao avec les autres dirigeants l'ont contraint à aller vivre en disgrâce, dans un petit temple bouddhiste à quelques kilomètres au sud de Huejin. Les bâtiments, y compris la grotte où Mao et sa femme dormaient, n'ont pas changé et sont entretenus par une vieille religieuse. Mon père travaillait avec le président Mao et il l'a suivi dans le nord pour combattre les Japonais. Il m'a dit que le président Mao avait vécu ici et qu'il fallait que quelqu'un s'occupe de cet endroit. Ma mère était la nourrice de l'enfant du président Mao. La vieille religieuse dit que les statues des soldats de l'armée rouge qui remplacent les Bouddhas dans les hôtels éloignent les voleurs. Mais elles n'ont pas été très utiles à Mao, demeuré en disgrâce durant le reste de son séjour à Huejin.
Elles n'ont pas non plus sauvé la base que les communistes abandonnent en octobre 1934 sous la pression de nouvelles attaques nationalistes. La retraite qui commence ce mois-là va les emmener sur quelques 10 000 kilomètres à travers la Chine et va entrer dans l'histoire comme l'une des plus grandes épopées militaires de tous les temps, la Longue Marche. Chiang Kai-shek avait construit des forts en pierre tout autour de la base pour cerner les communistes. L'armée rouge réussit à passer à travers le filet. Tout allait beaucoup mieux que les dirigeants communistes n'avaient osé l'espérer. Trop bien, en fait. 500 kilomètres plus loin, Chiang Kai-shek referme son piège. Dans le bain de sang qui s'ensuit, l'armée rouge perd le tiers de ses effectifs. Aujourd'hui, à l'endroit même où l'armée rouge a traversé, s'élève un pont tout neuf. Tandis que les rescapés de l'armée rouge se dispersaient vers l'ouest, les dirigeants du parti s'efforçaient de comprendre ce qui venait d'arriver. Durant les 2 mois suivants, ils se sont demandé si, après tout, la tactique peu conventionnelle de guérilla de Mao n'était pas la meilleure. Les choses atteignent le point critique au mois de janvier, après la prise de Zhouni par les communistes. Pour venir à bout des différends, le bureau politique se réunit dans la demeure abandonnée d'un seigneur de guerre. Dans ce film, cette reconstitution chinoise, des sosies interprètent les dirigeants du parti qui votent à l'unanimité pour approuver la ligne stratégique de Mao. La réalité n'était pas aussi simple. Zhou Enlai a endossé la responsabilité des erreurs militaires du bureau politique. Puis ils ont accepté, avec quelques réserves, que Mao retrouve un rang élevé dans la hiérarchie militaire. C'est la première étape de son ascension vers le sommet du pouvoir. À Luding, une ville sur l'ancienne route impériale de Lhasa à Pékin, le pont suspendu à chaîne sur la rivière Dadu est la clé de la survie de l'armée rouge qui tente désespérément de gagner le nord du Sichuan. La bataille pour le contrôle du pont fera partie de la légende de la Longue Marche. Les troupes nationalistes ont retiré une partie des planches. Le commandant communiste appelle des volontaires pour ramper le long des chaînes. Contre tout espoir, ils réussissent. Ensuite, à 60 km vers le nord, ce sont les monts Tiachin, les grandes montagnes enneigées, que l'armée traverse par le chemin le plus direct et le plus abrupt, car Mao pense que c'est là que les nationalistes les attendent le moins.
嗰個說得就多，嚟到平庸之地，嗰個愛心嘅多嘅啊，平庸之地，你曉得個插花大家都一下嘅時候，我還是你送嘅時候，就當紅嘅大家說嘅東挪都清朗，烏東下你有紅嘅，說嘅時候滿頭嘅時候，你曉得是。嗰個東邊條就是順前就烤的時候嘅時候，這啲肉都烤熟條，就嗰種嘅肉都下脫掉，就嗰骨頭都烏到了泥呀呀，嗰眼珠嘅時候就嗰個熟嘅時候，糊的嘅時候就嗰度烏到了變到林地就嗰樣子，湖邊仲有糊嘅時候就嗰眼珠因子都按混熟條，嗰度咁樣清公海。À l'image de ces moines tibétains, avec lesquels les réalisateurs chinois ont enjolivé leur reconstitution, ces prairies apparaissent anodines et accueillantes. Mais les apparences sont trompeuses. Chỉ cần đi sâu tới cái cao thủ thì hoa, chỉ có cái豆腐呀，忽闪的，一散到这个地方人呢不敢多走，顶多走上2-3个人，再多走了的话，就把你一下落下去了。那个人呐，那个地方的人死了又不烂，又不跟咱们这个地方一样，养老啊也没有，啥也没有。人把它修干，一方面军前头走，也死的人呢，多修的干干的，就跟个养口了的样，还是那啥好活的，就成了不一样。那么人这个地方，可把人受砸了哟，人呐吃的软掉，就走也走不动，回家你都不敢走。La longue marche. 86 000 hommes et femmes au départ, moins de 7 000 à l'arrivée. Comme les vétérans de la Première Guerre mondiale en Europe, les survivants de cette époque se compteront bientôt sur les doigts d'une main. Mao établit son nouveau quartier général dans la petite ville de Bao'an, où aujourd'hui, comme il y a 60 ans, la façon la plus économique de construire une maison, c'est de creuser une grotte dans les falaises de grès. Les dirigeants communistes vont se baser dans cette région pauvre de la Chine du Nord-Ouest pendant 12 ans. C'est ici que Mao va écrire certains de ses discours les plus importants, s'affirmant non seulement comme un chef militaire, mais comme un théoricien, reformulant le marxisme en des termes que les paysans chinois puissent comprendre. Lorsque Mao Tse-tung prononce un discours, il focalise l'attention de chacun. Bien qu'il parle le dialecte du Henan, les gens sont captivés. La langue qu'il parle est nouvelle, et il a le don d'expliquer des choses profondes d'une façon simple. Il parle au cœur des gens. À Bao'an, Mao parle pour la première fois d'une voie chinoise vers le socialisme, au lieu de copier aveuglément l'expérience de la Russie soviétique. Il crée une université de l'armée rouge, où les généraux communistes s'assoient sur des tabourets de pierre pour écouter des conférences sur la stratégie militaire. Mais les mois passent, le sujet des conférences change. Au début, le but des communistes était de battre Chiang Kai-shek. À l'été 1936, c'est la défaite du Japon. Mais le généralissime
C'est ainsi que se faisait appeler Chiang a d'autres idées. À l'automne, il commence à rassembler ses troupes pour préparer une dernière campagne afin d'exterminer la menace communiste une fois pour toutes. Il dit à son armée, les Japonais sont une maladie de la peau, les communistes sont une maladie du cœur. Du point de vue nationaliste, il n'avait pas tort. Mais ce n'était pas ce que les Chinois souhaitaient entendre. L'occupation japonaise en Mandchourie était ressentie comme une humiliation nationale et la politique d'apaisement de Chiang comme une infamie. Les manifestations anti-Japon à Pékin sont réprimées avec la vigueur habituelle. Mais le malaise persiste et s'aggrave. À Xi'an, en décembre, l'ancien maître de la Mandchourie, chassé par les Japonais, le maréchal Zhang Shuiliang, retient son allié, Chiang Kai-shek, en résidence surveillée pendant 2 semaines. L'incident de Xi'an ne change rien, et pourtant il change tout. Chiang Kai-shek affirma ensuite qu'il n'avait fait aucune promesse formellement. Mais entre les lignes, on lui a fait comprendre que même ses propres sympathisants perdaient patience. Tôt ou tard, il serait obligé de se battre contre les Japonais. Le point de non-retour, c'est l'incident du pont Marco Polo à quelques kilomètres au sud de Pékin. C'est là que le 7 juillet 1937, une unité de l'armée japonaise prétend avoir subi une attaque chinoise et riposte. La guerre du Pacifique commence. Dans le nord-est, les troupes japonaises sont mobilisées depuis des mois. Des centaines de milliers d'hommes se dirigent vers le sud par la Grande Muraille. Ils atteignent Pékin le 30 juillet et occupent la capitale sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Ils prennent possession de la cité interdite, la résidence des empereurs chinois, symbole de leur victoire et de l'impuissance de la Chine. Dans les concessions étrangères de Shanghai, la population s'entraîne à utiliser les masques à gaz, dont les Britanniques équipent même leurs chiens. L'attente ne dure pas longtemps. Shanghai tombe à la fin du mois d'août. Des flots de réfugiés quittent la ville. Les nationalistes comprennent qu'ils n'ont pas le choix. À contre-cœur, Chiang doit accepter l'alliance avec ses opposants communistes pour essayer de stopper l'avancée japonaise. Entre-temps, Mao a déplacé son quartier général de Bawan vers les environs moins spartiates de l'ancienne ville de Yan'an, un carrefour commercial qui, depuis l'époque des Song, presque 1000 ans auparavant, était une halte importante sur la route des caravanes de chameaux vers la Mongolie. Aujourd'hui, Yan'an est une petite ville provinciale quelconque, semblable à des milliers d'autres en Chine.
Son intérêt réside dans son passé et dans le contraste avec ce qu'elle est aujourd'hui.农民不洗脸，都是这个花脸，这个手上都那些黑夹夹，眼肉啊看不见，就是善变这个，我们到延安这个情况就是这样。自己种地去，吃的自己种地，吃的个人种地。就是都是自力更生了，穿的是个人那棉花放的线，自家就是织的一尺二来号老布，就是穿的，就没有见过这行这么宽宽的布啊，就没有的。Cependant, la guerre continue. En décembre, les Japonais s'emparent de la capitale nationaliste Nankin. L'événement est célébré avec tout l'apparat, le cérémonial approprié à une armée impériale, savourant son triomphe. Mais une fois le défilé terminé, le masque civilisé disparaît. Nankin est pacifié avec une telle barbarie et une telle sauvagerie qu'aujourd'hui encore le gouvernement japonais refuse d'admettre les horreurs perpétrées par ses soldats. « 300 000 Chinois ont été massacrés. À la rumeur des atrocités japonaises, la population de la Chine centrale fuit. Chiang Kai-shek et son gouvernement aussi, jusqu'à Chongqing, qui devient leur capitale pendant la guerre. Mao et son épouse sont maintenant confortablement installés à Yan'an, dans l'ancienne maison d'un riche marchand. Leur famille s'est agrandie, une petite fille est née, mais leur couple ne va pas fort. Les centres d'intérêt de Mao ont changé. Il passe ses journées à lire et réfléchir à la théorie marxiste. He Zhi-jun se sent délaissé et finit par le quitter. L'échec de son mariage a causé beaucoup de peine à ma grand-mère. Mon grand-père lui écrivit à plusieurs reprises. Il lui envoya un petit coffret de bois contenant des objets de tous les jours qu'elle avait l'habitude d'utiliser, pour lui montrer qu'elle lui manquait. Il espérait sauver leur couple et la faire revenir auprès de lui. Mais elle était résolue à le quitter. Et elle est partie. Dans le vide laissé par le départ de He Zhi-jun, s'engouffre une jeune actrice de Shanghai nommée Jiang Qing. Par la suite, elle essaiera de faire détruire tous les films dans lesquels elle est apparue. Ces images avaient disparu depuis 70 ans. Dans cette scène, elle joue le rôle d'une jeune ouvrière qui entend par hasard un entremetteur la demander en mariage à son père pour le compte d'un collègue de travail. Mais le prétendant n'est pas celui qu'elle attend. Plus tard, bien plus tard, elle deviendra enfin célèbre. Quelques mois après leur première rencontre,
Mao et la jeune actrice commencent à vivre ensemble. Il a 45 ans, elle en a 23. En privé, certains de ses collègues se demandent si c'est bien l'épouse qui lui convient. Pendant l'hiver 1940, les Japonais larguent un déluge de bombes incendiaires sur Chongqing. Les départs, surtout des jeunes, vers les zones communistes se multiplient. Leur politique était de tout détruire, tout brûler et tout piller. Tout le monde avait peur. On était jeunes, on ne savait pas ce qui se passait. Alors on a demandé à notre professeur. Il a dit que c'était les Japonais. Ce professeur était un membre du parti clandestin. Et il nous a parlé de Yan'an. Alors on a décidé d'y aller. Les relations entre Yan'an et les nationalistes de Chongqing étaient souvent tendues. Mais l'alliance permettait aux communistes de décupler leurs forces et de devenir un mouvement politique reconnu à l'échelle nationale avec plus d'influence, plus de pouvoir et plus de territoire qu'ils n'en avaient jamais eu. Le mythe de Yan'an attire chaque année des milliers de touristes chinois dans cette vallée étroite, à quelques kilomètres vers le nord, où Mao établit son quartier général après le bombardement de la ville. Il y avait même un jardin d'enfants, pour donner aux dignitaires en visite un aperçu du communisme à visage humain que le parti prétendait pratiquer. Les communistes cherchent à donner à leurs compatriotes chinois et au monde extérieur une image de camaraderie et de bonne humeur, une atmosphère boy scout, comme l'a décrite un visiteur étranger. Aujourd'hui, pour la plupart des Chinois, les années Yan'an représentent l'âge d'or du communisme, lorsque le parti était une bande de frères et sœurs, prêts à accueillir tous les vrais patriotes. La réalité était un peu différente. En 1942, Mao lançait une campagne de réforme de l'art et de la littérature apparemment inoffensive. À son niveau le plus simple, enseigner aux jeunes peintres à représenter les soldats révolutionnaires dans des poses héroïques. La campagne était fondée sur le principe stalinien, que Mao fait maintenant sien, l'art doit servir le parti. La réforme de l'art et de la littérature s'est généralisée dans le but de rectifier la pensée du parti tout entier. Les idées des rivaux de Mao étaient mises au pilori, leurs sympathisants dénoncés, et Mao reconnu comme l'autorité suprême. Le remodelage du parti en instrument de la volonté de Mao est appliqué de façon impitoyable. Son chef de la sécurité, Kang Sheng, a été formé à Moscou par la police secrète de Staline. Kang est aujourd'hui tellement détesté en Chine que son nom est devenu tabou. Contrairement aux autres habitations des dirigeants, sa maison n'est pas restaurée, une demeure délabrée occupée par les paysans locaux. À la fin des années 30, Kang dirige le département social du comité central du parti. Comme son nom l'indique,
ce département gère l'hôpital situé sur la colline en face. Il est aussi responsable de l'espionnage et des prisons politiques, cachées dans une vallée, près d'un bâtiment aujourd'hui en ruine, où les dirigeants pouvaient tenir des réunions secrètes. Parmi les victimes de Kang, à cette époque, figurait Li Rui, plus tard secrétaire de Mao. J'étais retenu dans une grotte prison. Les conditions étaient très dures. Il y avait 7 ou 8 personnes dans chaque grotte. On dormait à même le sol. Rendez-vous compte, les gardes posaient juste un peu de paille sur la terre. Ils nous interrogeaient pour obtenir des confessions par la force. Ils croyaient ce qu'on leur racontait. Le pire, c'est qu'ils utilisaient la torture. Pour Mao, c'est un mal nécessaire. Comme il l'a jadis écrit, la révolution n'est pas un dîner de gala. Je crois que le but réel du mouvement de rectification, et de nombreux historiens partagent maintenant cet avis, c'était de renforcer le prestige de Mao en tant que dirigeant tout-puissant du parti. Il devenait la cristallisation de la voie correcte que chacun était obligé de suivre. Le processus a atteint son apogée dans ce hall, spécialement construit pour le 7e congrès du parti en 1945. C'est là que Mao a reçu sa consécration, en présence de ceux qui avaient combattu à ses côtés. Officiellement, il était encore le premier parmi ses pairs. En fait, comme Liu Shaoqi, le numéro 2 du parti, le fait bien comprendre, il devient maintenant pour eux tous le symbole de la lutte communiste, l'objet d'un culte qui le compare au soleil qui se lève. Mais même les plus enthousiastes n'auraient jamais imaginé que 4 ans plus tard, il célébrerait la victoire à Pékin. Mao a donc pris le pouvoir au sein du PC chinois. Il n'en gardera pas toujours le contrôle, mais on va s'apercevoir dans le 2e épisode de cette série de 4 que Mao Zedong sait toujours rebondir. En cela, il est un exceptionnel stratège, quasiment machiavélique.